Salut à tous, c'est Sylvain du podcast Au fait c'est quoi? Eh oui, Thierry est de retour avec moi pour présenter ce podcast, ça fait plaisir. Thierry a passé de bonnes vacances, il a visité le sud et il a visité une des villes les plus mythiques qui soit, Monaco. Je parle pas de la boisson évidemment, mais de la principauté. Et après en avoir discuté avec lui, on s'est dit, mais au fait, c'est quoi Monaco? Salut Sylvain, salut tout le monde. Et oui, aujourd'hui en fait on va décortiquer ce caillou, parce que Monaco, vous le savez certainement, est posé en fait sur un rocher de 2 km² et financièrement qui pèse plus lourd que certains pays, voire même certains continents. Donc l'objectif c'est pas de faire une analyse financière de Monaco, mais c'était moi quand je suis arrivé, je me suis dit bon, je connais la principauté de Monaco et en même temps je voyais le panneau de la ville de Monaco et donc je me suis dit tiens, est-ce que c'est un pays, est-ce que c'est une ville, est-ce que c'est une principauté, est-ce que enfin j'étais un petit peu perdu et du coup je me suis dit bah ça fait le sujet d'un épisode. Ouais, je me souviens, on en a parlé et tu m'avais posé la question, est-ce que c'est une ville et un pays? Et dans le fond, je me suis dit, bah, je connais la réponse, je suis pas capable de la dire. Donc Thierry, le paradoxe de Monaco, est-ce une ville ou un pays? Et ben en fait, c'est les deux, c'est une ville et un pays. Je m'explique. Pour commencer, en fait, c'est un pays à part entière. C'est-à-dire, et oui, Monaco, c'est un État souverain, donc indépendant. Ils ont leur siège à l'ONU, l'Organisation des Nations Unies. Ils ont un drapeau et ils ont un indicatif téléphonique, en l'occurrence le plus 377, pour rappel, plus 33 pour la France, plus 49 pour l'Allemagne, etc. Donc, sur cet aspect-là, c'est par définition un pays. Eh oui, et puis Mais quand on voit les Jeux Olympiques, il y a bien des gens qui représentent Monaco, ou les sportifs, les tennisman, ils représentent pas la France, ils représentent Monaco. Donc pour ça, c'est un pays en tout cas. exactement. Par contre, là où c'est particulier, enfin une des particularités, parce que il y en a plein et vous allez le voir dans l'épisode, c'est que du coup, ce pays, il a une seule et unique commune. Monaco, donc comme on a dit, c'est un pays, mais il contient donc qu'une seule ville qui s'appelle Monaco. Donc la ville et le pays et inversement. Et c'est pour ça en fait qu'on mélange, parce qu'on va parler de la ville de Monaco, mais on peut parler du pays quelque part de Monaco, même si souvent on parle de la ville. Donc d'où ce mélange. D'accord. À ne pas confondre avec le Luxembourg, où tu as la capitale Luxembourg du Luxembourg, mais il y a d'autres communes globalement. Absolument. Il y a plein Là, d'autres. voilà, c'est ça. Là, il y a vraiment une seule ville et qui fait état d'un pays. Exactement. Et on en reparlera, mais bah, d'ailleurs je peux tout de suite en parler maintenant, parce qu'en fait il faut savoir que c'est le deuxième plus petit pays du monde après le Vatican. Ah tiens, le Vatican, c'est la même chose. Le Vatican, c'est un pays avec une seule ville, Vatican, avec là en plus enclavé, si je dis pas de bêtises, dans la ville de Rome. Donc là c'est encore plus compliqué géographiquement, mais disons, donc on a Monaco dans le pays de Monaco, Vatican dans le pays du Vatican, et il est donc possible de traverser ce pays entier à pied en moins d'une heure. Et puis cassons un mythe tout de suite, parce que souvent on va me dire dans ce cas-là, oui, mais Monte-Carlo, c'est pourtant bien une ville. Eh ben non, Monte-Carlo, c'est pas une ville. C'est un quartier. Et ça, tu vois, je ne le savais pas. On en avait parlé. Alors, on connaît tous le tournoi de tennis de Monte-Carlo. Et Absolument. c'est vrai que pour le coup, je me suis dit, c'est un deuxième nom. Tu sais, c'est peut-être, voilà, Cannes, la Croisette. Ouais, bizarrement, je me suis dit, voilà. Mais en fait, non, c'est un quartier de Monaco. D'accord. Qui doit pas être un quartier très, très grand quand on voit la superficie que fait Monaco. Mais comme tu le disais tout à l'heure, à mon avis, c'est un quartier chic, Monte-Carlo. Alors c'est un quartier chic, un quartier extrêmement chic, avec évidemment le fameux casino qui a à Monte-Carlo. Et en fait, il est situé de l'autre côté de la vieille ville, celle où il y a le palais princier. Donc en gros, pour faire simple, Monaco, donc où c'est bien le pays que la ville, sont découpés en deux. Il y a la vieille ville avec le palais princier, et puis évidemment d'autres choses, et l'autre quartier qui est
Monte-Carlo, qui correspond donc à la partie luxueuse. Alors là, quand tu passes, les gens qui adorent les boutiques de luxe, il y a de quoi s'en mettre plein les yeux, hein. Ah bah ça, alors je n'y suis jamais allé, mais ça je n'en doute pas. Mais je n'ai pas les moyens de mes ambitions là-bas. Je me prendrais peut-être un petit café ou un petit Monaco, la boisson. On en reparlera tout à l'heure. Exactement. Je me pose une question parce que moi, tu me connais, je suis passionné d'histoire, de monarchie, de roi. Là, on parle d'une principauté. Alors, si ma logique est bonne, ça sous-entendrait qu'il y a des princes et qu'il n'y aurait pas de roi, c'est ça? C'est exactement ça. Donc, comme on a dit, Monaco, donc c'est à la fois et une ville et un pays. Donc, on va oublier pendant quelques minutes le côté ville pour s'intéresser au pays. Si c'est un pays, bah, après, ça peut être éventuellement un royaume, le Royaume-Uni, hein, tout simplement. Mais là, effectivement, comme Monaco, il n'y a pas de roi, c'est un prince. C'est pour ça qu'on parle du coup de principauté. Donc, du coup, euh, on parle donc, comme on disait, de principauté et pas de royaume. Et c'est, j'allais dire dirigé, enfin oui, en l'occurrence dirigé, mais surtout Oui, détenu par la dynastie Grimaldi. Alors, qui n'a jamais entendu oui. parler de la famille Grimaldi, évidemment. Donc, tous les princes sont issus de la famille Grimaldi, qui sont sur le trône depuis la fin du XIIIe siècle. Toi qui t'intéresses à l'histoire, est-ce que tu connais rapidement un peu l'histoire de la famille Grimaldi? Parce qu'il y a une belle anecdote par rapport à ça. Non, honnêtement, pas du tout. Et je suis même surpris de voir que c'est aussi lointain. Je pense que c'est une des rares, on peut dire même une dynastie, hein, Clairement. qui a réussi avec la même famille à durer dans le temps à ce point-là. Donc, je t'écoute. Comment commencent les Grimaldi? Donc très rapidement, hein, c'est pas de faire un cours d'histoire, mais effectivement, j'ai trouvé ça marrant. En fait, les origines, donc c'est François Grimaldi, dit Malizia le rusé. Et en fait, en 1297, il s'est déguisé en moine franciscain pour qu'on lui ouvre les portes de la forteresse sur le rocher. Et une fois qu'il est dedans, bah, il a sorti l'épée. Ouais, pourquoi pas. Écoute, après tout. Donc, En 1297, hein, donc du coup, on n'a pas les mêmes mœurs, et donc il s'est installé par ce biais-là avec sa famille, et puis ensuite, bah, à l'époque où c'était les rois en France, etc., donc pareil avec la descendance, etc., bah, ça s'est poursuivi, et c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, c'est encore la famille Grimaldi qui est au pouvoir. d'accord. Donc, il y a eu un mec rusé en 1297 et 700 ans plus tard, ils sont toujours là. Ça, c'est un bel exercice de la principauté et de la durée dans le temps, hein. Ça, c'est clair. Et n'oublions pas que c'est forcément un prince, il n'y a jamais eu de princesse. Donc du coup, il faut forcément avoir eu un fils. Ouais, 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 non, mais c'est là où c'est vraiment quelque chose d'assez incroyable. Alors, je m'interroge également, Thierry, parce que tu sais, souvent, tu le vois sur des tennisman, des pilotes de Formule 1, on peut dire Charles Leclerc, par exemple. Ils parlent parfaitement français. On a un peu l'impression que c'est des cousins à nous quand même, non? Ah bah c'est clairement des cousins à nous. Alors après, on pourrait dire en même temps la Belgique, en tout cas une partie de la Belgique c'est pareil, le Luxembourg c'est une partie du Luxembourg c'est très francophone, etc. Mais Monaco c'est encore particulier parce qu'il y a vraiment un deal avec la France. Donc comme on a dit, Monaco il est indépendant, hein, c'est un pays à part entière, on l'a dit, mais en fait c'est très lié à la France, ne serait-ce la même monnaie, l'euro, mais en sachant qu'ils ont leurs propres pièces qui sont très recherchées comme D'accord. les autres pays européens. Mais Bah donc, oui, si la France demain viendra à quitter l'euro, très certainement que Monaco devrait faire pareil. d'accord. Bah oui. Ils ont une défense qui est assurée, bah, évidemment, par l'armée française. Ça paraît Je, quand même compliqué à ce qu'ils aient leur propre armée. oui, mais dit comme ça, j'y avais jamais réfléchi. Bon, Bon, après, après, c'est jamais pas trop vrai. personne a pensé envahir Monaco. Déjà, envahir au niveau d'un rocher, si tu le fais par la mer, ça va pas être simple. Ouais, c'est ça. Mais non, c'est vrai. Donc, défense assurée par l'armée française. OK. Et c'est pour ça que Monaco est également vu comme un département. On complique encore un petit peu avec le code postal, pardon, 98 000. Donc un peu vu comme un espèce de dom-tom, même si évidemment c'est pas d'outre-mer, mais c'est au niveau de la numérotation. D'ailleurs, si ma mémoire est bonne, on en avait fait un épisode sur les numéros de département. Oui, on pourra citer le numéro de l'épisode dans les commentaires et les notes de l'émission. Alors, Absolument. tu En me, l'occurrence, épisode 60. voilà. Ah, magnifique. Thierry, tu es de plus en plus rapide et efficace. Bon, tu me connais, j'aime le foot. Monaco joue en Ligue 1 et souvent, dans mes souvenirs, ils pouvaient recruter des joueurs qui étaient forts parce qu'ils payaient pas d'impôts.
Donc, Oui, tu peux nous parler un peu de l'impôt et de la fiscalité monégasque? voilà, il y a un mythe qui dit qu'effectivement, il n'y a pas d'impôt à Monaco. Alors, c'est vrai et c'est faux en même temps. En fait, alors pareil, hein, on va pas faire un cours de fiscalité, hein, mais pour faire simple, c'est vrai en fait pour l'impôt sur le revenu des personnes physiques, donc pas des sociétés. D'accord. En fait, si tu es résident étranger à Monaco, tu payes 0% d'impôt sur ce que tu gagnes. Ouais. Par Donc, si contre, il y a un t'es... piège pour les Français. Ah bah tiens donc. Ah, on est bon. Bon, d'accord. Alors, donc là, je résume. Si tu es un footballeur brésilien et que tu signes à Monaco, pas d'impôt. T'es Par, tranquille. par contre, si tu es un footballeur français qui signe à Monaco, là, il y a des impôts. Au hasard, à l'époque, Thierry Henry, David Trezeguet, hein, pour prendre Ouais. certainement les plus grands joueurs monégasques qu'il y a pu y avoir. En fait, rapidement, ça fait suite à un énorme bras de fer en 1962 entre Charles de Gaulle et le prince Régnier III. La France, elle a imposé une règle. Tout citoyen français qui s'installe à Monaco continue de payer ses impôts à la France, comme s'il vivait à Paris ou à Lyon, sauf s'ils peuvent prouver qu'il résidait à Monaco avant le 13 octobre 1962, donc qui est la date du décret ou de la loi. J'ai pas regardé ce niveau de détail, en sachant que par définition, il y en a quand même de moins en moins, parce que 13 octobre 1962, ça commence à dater un petit peu maintenant. Ouais, on me dit que Thierry Henry, c'était pas le cas. Voilà, on peut quand même le dire et l'annoncer sans trop se poser de questions. Eh ben, Oui, tu vois, de, ça, de mémoire, il est né en 77 de mémoire. moi, je ne savais pas. Je pensais qu'il y avait une, alors je savais même pas que c'était 0% d'impôt. Je pensais qu'il y avait une réduction substantielle des impôts. Et je ne savais pas que les Français, eux, étaient un peu piégés par rapport à ce décret du 13 octobre 1962. Et d'ailleurs, quand on y réfléchit, il y en a pas beaucoup de Français qui vivent à Monaco. C'est plus les étrangers, effectivement, qu'on connaît que les Français. Sinon, entre guillemets, pas très très loin. Ils seraient plus, par exemple, en Suisse. Je pense à Alain Prost qui, si je dis pas de bêtises, est résident suisse. D'accord. Alors, qui dit Monaco, Thierry, fan de sport, c'est pas le sport que je préfère, mais c'est quand même connu, le fameux Grand Prix de Formule 1 de Monaco. Il a une particularité, ce Grand Prix. Je vais te laisser nous l'expliquer. Ouais, il y a un concept fou. Alors, pour ceux qui connaissent pas du tout, c'est l'une des rares courses qui se passe entièrement dans la rue. Regardez un jour, même si vous aimez pas la Formule 1, Ouais, regardez 3 tours, ça doit faire 10 minutes à tout casser, mais vous verrez, c'est exclusivement dans la rue. c'est incroyable, hein. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? C'est que chaque année, en mai, en fait, ils ferment les routes, ils démontent les panneaux de signalisation, ils soudent les plaques d'égout, simplement pour éviter qu'elles ne s'envolent avec l'aspiration des voitures, et les Formule 1, du coup, elles frôlent les terrasses à plus de 250 km/h. Ça, Et puis forcément, c'est incroyable. une fois que c'est fini, bah, du coup, ils sont obligés de remettre tout en place. Autre petite anecdote auquel je suis en train de penser, qui est pas liée vraiment à la Formule 1, mais bon, liée à la conduite, c'est que c'est le seul endroit que j'ai vu. Donc, il y a des tunnels, forcément, le fameux tunnel aussi qu'on voit dans le Grand Prix de Formule 1, mais il y a d'autres tunnels à Monaco. Et dans ces tunnels, eh ben, il y a un endroit où, sous le tunnel, tu as un rond-point. Donc, tu as un rond-point dans un tunnel. Ah, sympa. Bah, ça, j'irai voir sur Internet, ça. Je l'avais jamais vu, ce rond-point. Mais c'est Bon, incroyable. Et c'est vrai, l'histoire des plaques d'égout, on n'y pense pas. Mais oui, ils sont obligés de les souder. Ça peut faire un carnage. t'imagines le bordel. C'est Du clair. coup, anecdote avant l'heure, anecdote dédiée au Grand Prix. En 1955, il y a le pilote Alberto Ascari qui a raté son virage à la chicane du port et il a fini, en fait, directement dans la mer Méditerranée avec sa Formule 1. Ah, sympa. Il en est mort? Non, il est pas mort. Sinon, Non, tu il a l'aurais été peut-être jamais. repêché par des marins en bateau et il était indemne. Et J'imagine. il a fait un beau plouf quand même. T'imagines, t'appelles le port. Écoutez, on vient de repêcher un pilote de Formule 1. C'est pas Bah, mal. surtout que n'oublie pas, tu es au sommet d'un rocher. Donc je veux dire, en plus, il a bien volé quand même. C'est Ouais. pas, Ouais, c'est ouais, pas, ouais. il arrivait sur le sable et puis, oups, chef, j'ai glissé et puis il arrive avec juste les roues dans l'eau. Non, là, c'est un plouf comme j'aime bien dire. Et puis, il y a une autre folie, la notion du diamant perdu. En fait, plus récent, en 2004, pour la promo du film Ocean's 12, donc la Mm. suite de Ocean Eleven, Très bon film. l'écurie Jaguar a incrusté un vrai diamant d'une valeur de 300 000 $ sur le nez de ses Formule 1.
Le problème, c'est que dès le premier tour, le pilote Christian Klien, j'imagine qu'on dit ça comme ça, Christian Klein, oui. Christian Klien, Klien, en fait, il s'est crashé dans le rail de sécurité et quand la voiture est revenue au stand, en fait, le diamant avait disparu et il n'a jamais été retrouvé. Ah oui, ça fait Christian, là ça fait quand même 300 000 dollars de perdus comme ça. J'imagine la tête de Jaguar et du film. Mais en même temps, on est à Monaco. Oui, 300 000, c'est peut-être pas si important que ça. En tout cas, je vois Thierry que sur la partie présentation, c'est fini. Est-ce que tu as peut-être d'autres choses à rajouter ou est-ce qu'on peut passer à la rubrique légendaire que le monde nous réclame depuis 2 semaines, ton absence honteuse pour des vacances, les fameuses anecdotes de Thierry? Eh ben oui, on peut faire ça. Et je vais commencer par une anecdote juste que j'avais pas notée. Enfin, toi, tu vois, parce que j'avais scanné le ticket de caisse. J'y croyais pas. On a pris une boule de glace. Enfin, je rentre pas dans le détail. Eh ben, la boule de glace à Monaco où on était, du coup, on l'a payé exactement 3 euros et le café 2 euros. Je trouve qu'à Monaco, franchement, 3 euros la boule de glace, 2 euros le café. Comme quoi, par contre, j'ai pas mis la facture du parking parce que ça, c'était une autre histoire. Ils se sont rattrapés sur le Ouais, parking. j'aurais jamais pensé que ça soit si peu cher. Bon, après, peut-être que j'habite à côté de Paris et que j'ai l'habitude peut-être de payer 8 euros un verre d'eau et 14 euros un café. Mais en tout cas, Monaco, je pourrais boire un café. Je pourrais m'offrir un café tous les jours. Bah écoute, toi, du coup, tu as même l'adresse avec le ticket de caisse, etc. Bon, en même temps, avenue Saint-Martin. En même temps, il n'y a pas 10 000 rues à Monaco, mais voilà, la terrasse du musée, pour les citer, très beau musée d'ailleurs, soit dit en passant. Voilà, et enfin, je rentre pas dans le détail, je pourrais raconter un peu toute l'après-midi qu'on a passé, mais c'est pas le but. Si on revient sur les anecdotes, un truc qui m'a amusé, c'est la densité de millionnaires. Il y a en fait un habitant sur 3 qui est millionnaire. C'est pas mal. C'est pas mal. En sachant qu'il faut compter environ 50 000 euros le mètre carré pour les coins considérés comme abordables. Donc, du Oui, coup, pas Monte-Carlo. oui, c'est ça. Pour les pauvres de Monaco, quoi. Pour Voilà, les moins riches, on va dire. les gueux. Juste comme ça, pour se donner une idée, donc 50 000 euros le mètre carré, un logement à 100 mètres carrés, ça fait donc 5 millions. Hein, Ok, ouais. c'est vite de calculer avec les zéros, mais voilà. Et donc ça, c'est la base, quoi. C'est pour les pauvres gens de Monaco. Euh, Du coup, un peu dans la même idée, c'est par contre le paradis de la sécurité parce qu'il y a, du coup, quand on fait un ratio, un policier pour environ 70 habitants et des caméras absolument partout. Forcément, D'accord. autant dire que le taux de criminalité, il frôle le zéro absolu. Ouais, bah, de toute façon, il y a tellement d'argent et de choses que, à mon avis, oui, c'est important d'avoir une sécurité la plus accrue possible. Et puis ce qu'il y a, c'est qu'en même temps, quand tu as, je disais, environ un habitant sur 3 qui est millionnaire, potentiellement, sinon, ils se volent entre eux. Oui, oui, non, mais c'est clair, c'est clair. Et je vois qu'il y a des vrais monégasques, Thierry. Oui, il y en a effectivement des vrais. Donc, en fait, il y a les résidents, donc c'est les riches étrangers, comme on a parlé précédemment, et les monégasques de souche, les nationaux, les vrais, purs et durs, voilà. En fait, ils sont que 9 000 environ, et ils ont un passeport rare, forcément, un passeport monégasque, des aides de l'État massives et le droit de se loger pour pas cher grâce à des appartements d'État. Alors, je t'avouerai, j'ai pas regardé ce que ça veut dire pas cher. Ouais. Je suis pas convaincu que ce soit 500 euros. Pas cher par rapport au fait qu'un habitant sur 3 est millionnaire. C'est vrai que pour ces gens-là, c'est pas cher. Mais quoi qu'il arrive, ils ont beaucoup d'aides. Donc ça permet quand même aux nationaux de pouvoir rester vivre à Monaco sans avoir besoin de se déplacer. Exactement. On continue les anecdotes. Là, c'est un épisode vraiment pur anecdote en tant que tel. Monaco a gagné de la place sur la mer. C'est-à-dire que, bah oui, à Monaco, c'est coincé entre la montagne et la mer. Donc, en fait, ils construisent sur l'eau. Il y a le quartier de Fontvieille, qui est l'écoquartier de l'Anse du Portier, qui est en fait construit en prolongement de la mer. D'accord. Euh, et puis, je voulais terminer avec une dernière anecdote au moment où on enregistre la Coupe du Monde vient de se finir. Et il y a un autre endroit mythique à Monaco qui est le fameux stade Louis II, Ouais. où on aime bien se moquer parce qu'on voit plus facilement la couleur des sièges que n'importe quel autre stade vu le nombre de supporters.
Mais en fait, il faut savoir que moi, je suis passé devant donc avec le GPS et en fait, je n'ai jamais pu voir le stade. Parce D'accord, qu'en fait, le stade de foot, c'est un chef-d'œuvre de triche d'espace, on pourrait dire. En fait, il est intégré dans un bâtiment. Et il faut d'accord. savoir Je que note la les codes. pelouse de foot et la piste d'athlétisme, donc la piste d'athlétisme qui fait le tour du terrain, hein, forcément. En fait, c'est sur le toit du complexe, donc c'est au-dessus du niveau de la rue. Et c'est pour ça que du D'accord, coup, moi, depuis la rue, je le vois pas. La salle de basket, parce qu'il y a la fameuse salle mythique Gaston Médecin, hein, Monaco est très connu aussi évidemment pour tout ce qui est basket. Et les parkings, ils sont situés en dessous, dans les étages inférieurs du bâtiment, ce qui fait qu'on ne distingue rien depuis la route, si ce n'est un bâtiment. d'accord. On voit juste un bâtiment et au final, tout est là-bas. J'avais jamais fait gaffe. Tiens, quand je regarderai un prochain match de Ligue 1, j'essaierai d'être un peu plus vigilant. Bah, je pense qu'on le voit pas parce que du coup, on voit le terrain, etc. Ils font rarement des vues aériennes où tu pourrais voir l'ensemble. Ouais. Et le dernier truc marrant, c'est que du coup, donc on était en voiture, hein, on s'est pas arrêté au niveau du stade, de toute façon, t'arrives pas à te garer. Euh, et donc je regarde donc le bâtiment en me disant bon bah ok, c'est le stade Louis II, de mémoire, c'est noté dessus. Et puis tu as juste une route en face et tu as un autre stade, et en l'occurrence le stade Didier Deschamps, Ah, Dédé. DD, le fameux. Sauf que du coup, bah faut savoir que ce stade-là, il est situé, si on se passe d'un point de vue monégasque, bah, il est situé à l'étranger. Parce qu'en fait, le stade Didier Deschamps, il est situé, en fait, en France, sur la commune voisine de Cap d'Aille. J'ai pas dit Cap d'Agde, Cap d'Aille. Donc, en fait, tu as le stade Louis II, juste en face, le stade Didier Deschamps, et donc, qui est situé sur le Cap d'Aille. Donc, tu as deux stades séparés de, je sais pas, peut-être, enfin, il y a même pas 100 mètres, hein, il y a une rue à traverser. Donc, deux stades face à face qui sont sur deux territoires différents. D'accord. Ah, je vais regarder. Ça, c'est intéressant à voir. Et puis, c'est vrai que c'est tellement petit que ça aurait été improbable d'avoir deux stades dans 2 kilomètres carrés de rochers. C'est ça. En plus, ça aurait été d'autant plus marrant. C'est clair. Très bien. Bah, je vois que Thierry, c'est la dernière anecdote. Je n'en ai pas à rajouter. Donc, ce que je te propose, sauf si tu as d'autres choses à ajouter pour ce bel épisode, de passer au générique pour les différentes infos complémentaires. Eh ben, avec plaisir. Et c'est Sylvain du podcast Au fait c'est quoi? Comme d'habitude, retrouvez-nous sur X, anciennement Twitter, géré de main de maître par Thierry. Suivez notre compte, il y a pas mal d'infos, d'épisodes, d'idées, et ce sera toujours un grand plaisir pour nous de vous lire. Je te laisse Thierry présenter la suite de nos réseaux. Avec un soulagement parce que je sais que t'aimes pas trop faire cette partie-là. Je me permets, du coup. Et Oui, oui, oui. effectivement, bon, en tout cas, si vous ne nous connaissez pas ou bien si vous voulez redécouvrir des épisodes, le plus simple, c'est de vous rendre sur notre site internet www.auffaitc'estquoi.fr, puisque vous pourrez retrouver les liens de notre podcast en fonction de votre application préférée, le lien vers notre chaîne YouTube, notre compte X, anciennement Twitter, et notre page Facebook. Et puis également, n'hésitez pas à consulter les notes de l'épisode pour obtenir les liens vers notre page Buy Me a Coffee, si vous souhaitez nous soutenir financièrement, et également notre serveur Discord pour discuter entre vous et avec nous. Merci à tous, bel été et à plus dans le bus. À bientôt, salut!